Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là ce soir pour assister à la 10e séance du cycle Fiction littéraire contre storytelling, forme, valeur, pouvoir de la littérature aujourd'hui, pour laquelle j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette rencontre en forme de dialogue d'auteurs entre Tiffaine Samoyau et Yannick Haenel. Alors l'un et l'autre jouissent d'une juste renommée qui rend peut-être inutile un rappel en bonne et due forme de tout ce qu'ils ont fait et publié jusqu'à maintenant. En plus, ce serait un peu long. Donc, avant de leur laisser la parole, je voudrais juste essayer de dire quelques mots au sujet de ce qui, dans leur travail respectif, et en particulier dans leur dernier livre, m'apparaît très précieux pour la réflexion sur la question des redéfinitions du littéraire à l'ère du storytelling. En effet, je rappelle que ce cycle de rencontres entre universitaires, écrivains et universitaires qui sont aussi des écrivains, ou l'inverse, est une sorte de séminaire hors les murs qui fait partie d'un programme de recherche universitaire que je coordonne à la Sorbonne dans le cadre du Centre de recherche en littérature comparée de Paris 4 et dans le cadre du laboratoire d'excellence Aubeville, Observatoire de la vie littéraire. Un programme de recherche qui est consacré aux redéfinitions des formes et des enjeux de la pratique ou des pratiques littéraires, du récit, dans le contexte actuel d'hégémonie sans précédent, acquise par la forme narrative en dehors de la sphère littéraire, quelle que soit la définition qu'on puisse donner à ce terme de littéraire, et notamment dans le monde de la communication politique, publicitaire et managériale, un monde où le récit est devenu le moyen stratégique par excellence d'obtenir l'adhésion d'un auditoire qui est en général ciblé avec soin, adhésion à un message spécifique qui peut être éventuellement déplaisant, un message qui se trouve enrobé dans une histoire comme une pilule amère dans une bonne cuillerée de beurre de cacahuète, pour reprendre la subtile métaphore d'un gourou du storytelling qui s'appelle Doug Stevenson. Alors, on voit bien selon quel genre de critères on peut opposer la story à visée stratégique du conseiller en marketing ou en communication politique à un récit littéraire qui serait défini comme un récit dont l'auteur n'aurait ni produit à vendre, ni candidat à faire élire. Mais cela dit, au-delà de ces formes, disons, les plus caricaturales du storytelling, dans lesquelles la nice story est formatée avec soin pour obtenir donc, d'un public ciblé un geste d'adhésion spécifique, et si bien qu'on frise toujours de près ou de loin la manipulation, la désinformation, quand ça n'est pas le bobard franc et massif. Donc au-delà de ces formes caricaturales, la nouvelle hégémonie du récit se traduit aussi au quotidien par une sorte d'injonction médiatique permanente au récit, et notamment au récit de soi, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, en passant par la tyrannie du CV comme nouvelle carte d'identité sociale. Et pas n'importe quel récit, mais un récit linéaire, sans trou ni aspérité, un récit fait d'une succession d'événements marquants et de préférences valorisants, sur le modèle de la fameuse timeline de Facebook, qui depuis 2011 se fait fort, je cite le communiqué officiel, d'afficher de façon antéchronologique tous les éléments constitutifs de votre vie comme une sorte de biographie grandeur nature. Pour faire court, la timeline réorganise complètement les contenus qui vous sont liés en les classant par mois puis par année. L'idée étant de proposer une histoire de votre vie dans laquelle on peut remonter par étapes progressives, des plus récentes, détaillées, aux plus anciennes, résumées. Dans cette injonction à ramener l'existence individuelle à sa mise en récit linéaire, Christian Salmon, dans son livre polémique de 2007 sur le storytelling considéré comme une vaste entreprise de formatage des imaginaires, Salmon donc décèle dans cette injonction au récit une forme nouvelle d'autocontrôle, un autocontrôle narratif par lequel les individus prolongent au sein de la médiasphère l'action régulatrice des pouvoirs en contribuant eux-mêmes à tisser ce qu'il appelle un filet narratif. Ce filet narratif, je le cite, considéré comme une régie générale orchestrant les actes et les émotions des individus, une nouvelle phase de contrôle social qui ajouterait aux disciplines et dispositifs analysés par Foucault et Deleuze un pouvoir de narration qui s'exercerait directement sur l'imaginaire des individus.
Mais justement, cette injonction au récit lancée par toutes les instances du pouvoir, écrit encore Salmon, engendre aussi des formes inédites de résistance, je le cite, des pratiques symboliques visant à enrayer la machine à fabriquer des histoires en défocalisant, en désynchronisant ces récits, en produisant une contre-narration au gré d'une politique de la littérature, selon ses termes, une politique de la littérature, donc selon Salmon, qui met les derniers mots de son livre dans les pas du Foucault de Surveiller et punir, puisque cette contre-narration, c'est la littérature elle-même, ce qui fait entendre, selon les mots de Foucault, le grondement de la bataille. Alors voilà, il me semble que les textes de Stéphane Samoyau et de Yannick Haenel sont exemplaires de ces contre-récits à l'ère du storytelling et de la timeline obligatoire, dans la mesure où la force de provocation à l'interruption, au retour pensif qu'ils exercent dans l'esprit de leurs lecteurs, cette force est inséparable d'un retour critique sur ce que l'idéologie du storytelling entend passer sous silence, qui raconte la vie d'un autre, comme Yannick Haenel, celle de Jan Karski en 2009, ou Tiffaine Samoyau, celle de Roland Barthes en 2015, ou qu'ils évoquent leur propre vie, comme Tiffaine Samoyau dans La main négative en 2008 et dans Bête de cirque 2013, ou Yannick Haenel dans Je cherche l'Italie en 2015. 3 textes qui sont d'ailleurs sous-titrés « Récits ». L'un et l'autre travaillent au cœur de cette question, celle de savoir ce que raconter veut dire, questionner la force de configuration qui est propre au mot du récit, cette force qui, en même temps qu'elle donne sens et unité à l'expérience, la soustrait au réel, à la vérité, ce qui oblige à reprendre encore et encore le récit depuis un autre point du temps, avec d'autres mots, sous un autre angle, du moins lorsqu'on cherche, fût-ce entre les mots, à dire la vérité. La mort est identique à la vie comme récit, écrit Tiffaine Samoyau dans le prologue de son Roland Barthes, je la cite encore, « Toutes deux sont le reste de quelqu'un ». Le reste qui est en même temps un supplément et qui ne remplace pas. Et justement, elle écrit une biographie qui réussit à capter la vie avec la mort, en jouant avec la forme du récit, en déjouant ses fausses évidences, par exemple en commençant par la fin, par la mort de Barthes, pour en finir avec certaines hypothèses qui n'est peut-être, comme écrit l'auteur, que la fable qu'il faut pour faire d'une existence un récit bien ficelé. Et à l'inverse, elle rend sensible dans l'architecture de son livre cette pluralité de lignes temporelles, de rencontres de personnes ou d'idées qui permettent de faire écouter ces phénomènes de discordance qui font de Barthes le contemporain de plusieurs temps à la fois. Ce sont ces mots. Cette sensibilité à l'épaisseur du temps, dans lequel tout récit littéraire ne fait que tirer un fil parmi d'autres, cette sensibilité à la perméabilité du romanesque et du biographique, on la retrouve bien sûr dans le Jan Karski de Yannick Haenel, qui inscrit dans sa composition le questionnement des pouvoirs respectifs du témoignage et de la fiction, comme on la retrouve autrement dans la quête du narrateur de Je cherche l'Italie, à la recherche d'un point de poésie, un point auquel tous les temps sont présents, comme le protagoniste des Renards pâles, roman de 2013, le protagoniste des Renards pâles attendait la venue de l'intervalle, cet intervalle défini comme une bouffée de joie et en même temps une déchirure, lieu d'éclosion d'une politique des solitudes qui s'écoute lorsqu'on se déconnecte du réseau intégral, comme dit cette fois le narrateur de Je cherche l'Italie, qui ajoute « Seule l'interruption écoute ce qui s'allume et s'éteint, je cherche le point où le biopolitique n'agit plus ». Les textes de Tiffaine Samoyau et de Yannick Haenel, récits, romans ou essais, de l'un ou de l'autre, diffèrent évidemment à de nombreux égards, et leur dialogue est là pour en témoigner, pour en parler beaucoup mieux que moi, et donc je conclurai cette un peu longue introduction en soulignant encore cette visée qu'ils ont en commun, je pense, dans leur entreprise littéraire, entreprise tout ensemble poétique et politique, à savoir tenir ensemble, comme on tient ensemble les fils d'une tapisserie, les fils de plusieurs lignes temporelles, qui sont aussi des lignes de raisonnement intellectuel, des lignes d'engagement idéologique, de faits historiques, de construction imaginaire, de les tenir ensemble pour qu'aucun ne se fasse passer pour le bon, le vrai, mais participe à la justesse de l'ensemble par l'effet de la tension qui le relie et l'oppose aux autres. Et c'est par cet art d'entretisser les fils contradictoires de la narration que leur écriture parvient à toucher la vérité, telle que l'a définie Albert Cohen dans une formule célèbre « Qu'est-ce qu'en somme que la vérité ? C'est ce qui est entre les mots et qu'on éprouve dans la joie ». Tiffaine, Yannick, merci d'être là. Donc je vous laisse la parole.
grand merci. C'est un peu intimidant d'enchaîner. Et vous parliez des fils d'une tapisserie qui est à la fois imaginaire et bien réelle. Là, ces fils se doublent, se multiplient, puisque nous sommes deux. Et moi, ça fait longtemps que je lis les livres de Tiphaine. Et très récemment, ses récits, ses romans, ses essais. Et très récemment, le livre de Roland Barthes, enfin sur Roland Barthes. Je dis de Roland Barthes parce que c'est comme une sorte de récit qui vient à l'intérieur de cette biographie. Ce livre m'a rappelé à une injonction qui sans doute est tendue contre ces éléments de langage qu'on appelle le storytelling. Moi, j'avoue ne pas très bien saisir de quoi il s'agit, mais je pense que c'est la manière dont la société se monologue avec elle-même, au fond. Alors effectivement, la littérature, c'est sûrement tout le contraire. Et les fils de cette tapisserie sont avant tout tissés d'incertitude. Et cette incertitude, Barthes nous rappelle à quel point elle est l'autre nom de la délicatesse. Voilà, en lisant le Roland Barthes de Tiphaine, je me suis retrouvé face à un point qui est pour moi le commencement, qui est à la fois le début et la fin, je ne sais pas, en tous les cas, qui forme une spirale, à savoir que littérature et pensée sont une même chose, et que je n'ai jamais vraiment vu de différence, et je le dis sans dandysme, enfin c'est dans la lecture, c'est une chose éprouvée, je n'ai jamais vraiment vu de différence entre un essai et, disons, un récit, qu'il soit romanesque ou intime. Alors je sais que c'était l'enjeu principal de la vie de Barthes, enjeu qui n'est pas sans impossibilité aussi, puisque Barthes a buté, comme on dit, toute sa vie sur le soi-disant le roman qu'il n'a pas écrit. J'ai l'impression qu'il n'a fait que ça. Et en tous les cas, ce livre de Tiphaine m'a redonné, comment dire, non pas la mémoire, mais m'a redonné cette direction silencieuse dont parle Kafka, enfin, ou du moins le sens de cette direction, qui est pour moi de ne jamais me détourner de ce nouage, qui est sans doute un point un peu compliqué, un peu difficile à mener, mais où effectivement la réflexion, les idées, la pensée, je ne sais pas comment dire ça, et l'imagination sont liées. Voilà, je pense que pour commencer, c'est ce qui me vient. Je pense que la manière dont la société se parle à elle-même, monologue, et donc donne des ordres, ce qu'on appelle le storytelling, semble-t-il, ben ça a lieu en dehors de ce nouage, parce que il n'y a pas de jeu entre la pensée et la saveur, voilà, pour le dire en termes barthésiens ou barthiens. Donc je pense que la littérature, en tous les cas, le cap au XXIe siècle, enfin, je le dis en toute modestie, ce cap est sûrement, ou ce passage, le fameux passage du Nord-Ouest, est sûrement là. Je ne dis pas qu'il a à portée de main, mais il est dans ces noces un peu étranges entre la fiction et la théorie, entre le roman et l'essai. Et c'est ce que tu fais, me semble-t-il, depuis toujours. Oui, merci beaucoup, Daniel, pour cette belle introduction et de cette invitation à dialoguer. C'est pas tout à fait la première fois que nous avons l'occasion de dialoguer, Yannick Enel et moi-même. Mais c'est la première fois depuis longtemps, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, publiquement. Voilà. Mais enfin, je pense que c'est important de vous prévenir qu'on a quand même un dialogue dans l'existence. C'est-à-dire qu'on se lit, comme Yannick l'a rappelé. Donc moi aussi, je lis ces livres. Et on parle de nos livres, et on parle de nos livres à faire, en cours. Donc ce dialogue, d'une certaine manière, il faut qu'on trouve les moyens non pas de le storyteller, mais de le mettre en scène, hein, puisque c'est un dialogue quand même continu depuis une quinzaine d'années, qui a pu aussi avoir des inflexions ou
variable selon le temps, et aussi susciter des projets. Il y a certaines choses que j'ai écrites sur sa suggestion et inversement. Ce sont des détails, ce ne sont jamais des projets entiers qui sont faits sur la suggestion de l'autre, mais c'est plutôt des détails qui font que dans la vie, quelque chose rebondit à partir d'une phrase dite ou une idée échangée. Et donc voilà, c'est pas aussi pour dire que c'est pas anodin pour nous ou mondain ou voilà, de dialoguer ensemble ce soir. Alors, sur cette question, il y a 2 points, je trouve, importants peut-être à discuter. Oui, cette articulation de la pensée et de l'imaginaire. Alors moi, je dirais plutôt de l'écriture, c'est-à-dire que ce qui se passe pour Barthes et qui a fait qu'il a été très émancipateur pour moi quand j'ai commencé à le lire, c'est l'idée que la pensée est inséparable d'une écriture, c'est-à-dire d'une forme. C'est-à-dire que la pensée aussi cherche sa forme de la même manière que l'image cherche sa forme et une histoire aussi cherche sa forme. Alors que précisément ce qui se passe dans le storytelling, c'est que c'est une histoire qui rentre ou se moule dans une forme qui a été préparée pour elle et ce qui était évoqué sur ces récits à contre-chronologie. Voilà, c'est la forme qui moule et qui finalement fait, en la défaisant, l'histoire de chacun, c'est-à-dire qu'empêche qu'elle soit l'histoire de chacun. Donc il y a ce point-là. Et puis il y a un autre point qui est qu'est-ce que c'est qu'écrire une vie ? Et je pense que c'est pas du tout la même chose non plus, quand même, que c'est intéressant de discuter de la différence, que d'écrire une vie dans le cadre d'une biographie, comme je l'ai fait, et d'écrire une vie dans le cadre d'une fiction, même si cette fiction touche au témoignage, et donc dans le cadre de quelque chose qui relève quand même de la poésie ou de la haute poésie, comme dirait Ravitch à propos de certains témoignages. C'est-à-dire que Piotr Ravitch, qui a écrit Le Sort du ciel, c'est quelqu'un qui, dans le débat sur le témoignage, c'est-à-dire où est la vérité du témoignage, est-ce qu'elle est dans la recension la plus sobre et la plus nue des faits vécus, ou est-ce qu'elle est dans une forme de transfiguration par l'imaginaire ou la fiction? Il prenait vraiment parti pour la deuxième possibilité, contre d'autres qui défendaient la force du témoignage direct. Et disons que c'est quand même pas du tout la même chose de raconter une vie dans ces deux formes, parce que malgré tout, même si aussi bien toi pour Karski, peut-être plus que moi d'ailleurs, mais moi aussi pour la biographie, on cherche quand même à chaque fois une forme pour dire ce qu'on a à dire. On est quand même, moi j'étais contrainte par quelque chose qui s'appelle la biographie, et qu'à partir du moment où j'avais accepté le jeu de la biographie, j'étais contrainte par un certain nombre d'éléments qui sont l'ensemble des faits historiques, réels, etc., que j'ai pu reconstituer, et puis aussi ce qu'il faut bien appeler quand même un genre littéraire ou parfois non littéraire, qui s'appelle la biographie et qui entretient avec le storytelling des liens quand même très étroits, parce que l'engouement aussi actuel pour la biographie, qui n'est pas neuf, mais qui est réel et qui est de plus en plus important, participe du phénomène. Et après, à l'intérieur de cet exercice, les autres contraintes auxquelles je me suis affrontée, c'est précisément des contraintes d'ordre éthique par rapport à cette question de la biographie et du storytelling. Bon, j'emploie ce terme de manière assez large, sans le limiter à la définition qu'il a dans les entreprises ou dans les philosophies de la communication. Mais les contraintes éthiques, alors j'imagine que toi aussi tu les as affrontées, elles ont été quand même assez fortes, c'est-à-dire progressivement je me suis rendu compte de deux choses,
que je ne voulais rien inventer. C'est-à-dire que même par moments, on se laisse emporter ou dans des transitions, on glisse vers quelque chose qui serait une forme de, voilà, d'artifice narratif qui permet de passer d'un moment de l'existence à un autre, parce que quand on fait une biographie, évidemment, on trie dans les faits de l'existence. Et je me souviens, jusqu'à la fin, il y a un passage comme ça où je savais que j'avais inventé quelque chose. Et je me suis donné toutes les raisons du monde pour le conserver parce que ça fonctionnait bien. Et alors, je me suis donné comme première raison ou comme raison principale qu'il fallait sans doute que je laisse un passage comme ça pour, je ne sais pas comment dire, comme une sorte de clean amen, un passage fictionnel. Et en fait, j'ai pas pu, finalement, j'ai retiré. Je savais que je disais quelque chose que j'élucubrais, qui pouvait être vrai, mais qui pouvait être faux. Mais c'était pas qu'une interprétation, c'était un moment de la vie de Barthes que tu as inventé. Oui, c'était un fait. Ouais. C'était un fait. Et je l'ai retiré. Donc, et alors l'autre contrainte éthique, et alors ça peut nous mener très loin, parce que je pense que c'est une question qui a été importante pour toi quand tu as écrit Jan Karski, mais aussi très très importante dans les débats qui t'ont assailli après la sortie du livre. C'est la question de ne pas se mettre à la place de son sujet. C'est-à-dire ne jamais prendre des paris ou faire des hypothèses ou sur ce qu'il aurait pensé dans telle ou telle circonstance ou ce qu'il a... voilà. Donc, alors, j'ai tellement de textes de Barthes à ma disposition, en plus beaucoup d'archives, je ne vois pas pourquoi j'irais en plus aller chercher dans ma propre subjectivité ce qui me permettrait de me mettre à sa place dans telle ou telle situation. Et alors c'est compliqué parce que précisément, et c'est le mot que tu employais à l'instant, l'interprétation, qu'est-ce que l'interprétation ? Est-ce que c'est pas le moment justement de rencontre entre une subjectivité et une autre qui fait que précisément dans l'interprétation, eh bien, on bascule du côté de l'autre. Et sans doute que ça arrive souvent, mais c'est peut-être l'espace de l'interprétation qui, pour le coup, autorise moralement, éthiquement, dans l'écriture, ce point. Oui, moi, ça s'est passé de manière très différente. Enfin, je me suis posé des questions de l'ordre de l'interdit et je me suis autorisé à franchir ces interdits dans une sorte de peur presque sacrée que l'écriture générait. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien sur le plan comme ça de l'éventuelle vérification à venir de ce qu'avait été la vie de Jan Karski et de ce qu'on pourrait un jour, parce que c'est en cours, vérifier. Mais toi, tu étais face à des archives immenses et j'ai découvert en lisant ton livre que Barthes, finalement, est porteur d'une œuvre encore à venir, inédite, qui s'appelle Le Grand Fichier, où au fond, il accomplit le grand rêve romantique de ne plus du tout séparer l'écriture de la vie. Il ne fait qu'écrire tout le temps sur des registres très différents, tenir des journaux, des agendas, tout devient des phrases. Et moi, quand j'ai voulu commencer à écrire la vie de Jan Karski, et d'ailleurs je ne me le suis pas formulé comme ça, je n'avais que des lacunes, que des trous. En fait, ça s'est passé d'une manière très, très nette, très précise, et ça vient d'un trou ou d'une absence, puisque c'est en voyant le film de Claude Lanzmann, Shoah, dans lequel Karski parle pendant 40 minutes, enfin en tous les cas, Lanzmann en a gardé 40 minutes, au bout de quelques minutes, face caméra, Karski se lève de son fauteuil et s'en va. Ça va tellement vite que le caméraman ne le suit pas aussitôt et donc filme une chaise vide. Et il se trouve que Karski craque tout de suite dès qu'il prend la parole, puisqu'il n'a
plus pris la parole pendant 35 ans. Il la prend là et il n'arrive pas à l'assumer, il s'en va. Puis il revient. Cette chaise vide, j'ai choisi, c'est plus compliqué que ça, mais au bout du compte, je peux le dire comme ça des années après, et au moment où j'ai écrit, c'était comme ça, cette chaise vide, j'ai choisi d'y voir le passage, le lieu où pouvait se transmettre quelque chose dont j'étais, moi ou un autre, et moi et bien d'autres, l'un des moments. C'était pas d'occuper cette place, parce que ça c'est très important, on va y revenir, la place de l'autre, déjà on dirait le titre d'un séminaire de Lacan, enfin la place de l'autre, il y a de quoi dire. C'était pas se mettre à la place de Karski, mais c'était laisser cette chaise vide parler. Je pense que c'est une question d'amour, en fait. C'est-à-dire, et ça se sent très bien dans ton livre sur Barthes, enfin, il y a une forme d'amour, enfin, c'est peut-être très compliqué, mais c'est-à-dire que, au fond, il ne s'agit pas de remplir ou de mettre des mots sur quelque chose qu'on ne sait pas chez l'autre, mais de faire parler cette chose qu'on ne sait pas. Cette chose qui ne se transformera pas en savoir, c'est-à-dire que le vide reste vide tout en parlant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Toujours est-il que ces questions insolubles m'ont amené à trouver un dispositif qui ne relève pas simplement du remplissage du vide, c'est-à-dire ce qu'on appelle une narration en fait. Il y a un mort et à la place, on établit un tombeau de phrases. Justement, en relisant Roland Barthes par Roland Barthes, j'avais à l'esprit la manière dont il avait procédé lui-même pour essayer de déjouer tous les conditionnements qui arrivent comme des diables au moment où on se met à écrire et au moment où on se raconte une histoire, parce qu'on est là entre mensonges, mythomanie, invention, pas toujours très honnête au fond, même si je préfère raturer le mot honnête et j'en trouve pas d'autre à la place. Toujours est-il que Barthes avait fait circuler les pronoms personnels. Donc c'était entre je, tu, il parlait de lui-même comme d'un autre. Et dans les tâtonnements qui étaient liés à l'écriture de Karski, je me suis dit à un moment avec simplicité que j'allais changer les points de vue, comme on dit, et qu'au bout du compte, en créant un tourniquet d'identités multiples, au fond, il allait bien y avoir du Jan Karski là-dedans qui parlerait et dont la voix sortirait du tombeau. Alors à aucun moment, effectivement, je ne me suis dit, comme on m'en a accusé à la sortie du livre, à aucun moment je ne me suis dit que je me mettais à la place de Karski, même et précisément au moment où j'ai inventé la parole de Karski, pour une raison très simple, c'est que j'ai fait de Karski un personnage. C'est-à-dire qu'en fait, Karski, c'était moi. Donc c'est un acte de... Oui, mais c'est très frappant que le moment où Karski parle, là, dans la fiction, je dirais, parce que là, on a bien affaire à une fiction, c'est le moment où ta phrase, ta langue est la plus... enfin, je sais pas comment dire, c'est une sorte d'épanouissement de cette langue. Et donc, tu parles pas du tout à la place. C'est au contraire que tout d'un coup, quelque chose a lieu ensemble. C'est ce que tu disais du passage ou éventuellement du relais du témoignage à propos de cette image de la chaise vide fonctionne, puisqu'on sait bien que tu ne cherches pas à inventer la langue de Karski, que ce que tu cherches à trouver, c'est la tienne. Et c'est quand même très frappant dans ce passage du livre. Donc l'idée qu'on t'ait reproché en quelque sorte de voler son intériorité, non, quelque chose comme ça. Je sais pas ce qui... Oui, enfin de mentir au fond, c'est-à-dire de faire passer pour la vie de Karski quelque chose qu'il n'avait pas vécu et qu'il disait vivre. En gros, c'est de ça. Il n'y a pas de mensonge à partir du moment où n'importe quel lecteur reconnaît ta langue.
Oui, non, mais en fait, c'est une question très compliquée. Dès lors qu'il y a justement de l'éthique, et dès lors qu'il s'agit de quelqu'un qui a vécu, la moindre distorsion est prise nécessairement, je comprends ça, est prise nécessairement comme un manquement. Simplement, la littérature, effectivement, ou du moins la parole littéraire, le roman, parce que moi j'avais écrit roman, j'ai toujours pensé Jan Karski comme un roman, comme Aragon disait Matisse, roman. La littérature est un lieu où, même sans qu'on le veuille, l'identité se dissout. C'est impensif, mais à partir du moment où on dit « je », il ne s'agit absolument plus du reflet vocal de ce que peut être éventuellement la vie de celui qui prononce ce pronom personnel. A fortiori, quand on essaye de rejoindre ce lieu tout à fait halluciné, et surtout quand on essaye de le rejoindre par amour, disons, ce lieu qui est la présence de quelqu'un d'autre, qui n'est plus là, l'identité non seulement se dissout, mais renaît à chaque instant. Toi, tu as raconté 2 fois la mort de Barthes, c'est très frappant. C'est comme si, au fond, c'est pas seulement l'idée que tu ne te satisfais pas du récit impossible de la mort de quelqu'un, mais que tu voulais te repasser sans cesse cet instant. Et moi, ça a été... j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça, mais... mais continue, ouais. Je dirai après. Moi, c'était un projet catholique, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire renaître Jan Karski et de faire qu'on prononce son nom. Que quand on l'appelle, il vienne. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé dans les librairies. J'ai assisté à cette scène qui m'a ému. C'était quelqu'un qui arrive et qui dit « Je voudrais Jan Karski ». Et donc voilà, à partir de là, effectivement, les problématiques liées au respect chronologique ou biographique étaient secondaires pour moi. Mais j'ai improvisé quelque chose sur la mort de Barthes qui sans doute est inexact. Qui n'est pas inexact jusqu'au bout, mais qui a une part que je rectifie parce que précisément, je ne raconte pas 2 fois la mort de Barthes. Je la raconte qu'une seule fois à la fin. Au début, je ne raconte pas la mort de Barthes, même si j'ai intitulé le prologue « La mort de Roland Barthes », parce que je raconte le récit ou les récits de la mort de Roland Barthes. Et justement, ce que Daniel Perrault a cité tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où la mort et le récit, en fait, ne font plus qu'un. Et c'était une expérience pour moi décisive pour l'écriture du livre, parce que j'ai dû traverser ces récits pour pouvoir commencer à écrire la vie, c'est-à-dire pour pouvoir accéder au moment où je pourrais, comme une sorte d'épreuve initiatique ou la traversée d'une forêt, à la suite de quoi j'arriverai au point où je pourrais rencontrer quelque chose qui s'appelle la vie et qui me permet de reprendre mon propre récit. Mais comme toute une rumeur qui me barrait cet accès à l'écriture de la vie. Et donc la mort en tant qu'elle barre la vie. Alors qu'à la fin, la mort, elle termine la vie, mais elle ne la barre pas. C'est-à-dire qu'à la fin, quand j'ai écrit La mort de Barthes à la fin, pourtant c'est beaucoup moins long, ça m'a pris beaucoup moins de temps, parce que j'ai juste écrit qu'il était mort. Et bien là, je l'ai vécu comme un événement. C'est-à-dire que là, l'événement de la mort, je l'ai vécu. Je veux dire, je l'ai ressenti, je l'ai écrit. Alors que le premier chapitre... c'est ce qu'était devenu la mort dans tous les récits que l'on avait produits depuis cette mort et à partir de cette mort. Et qui évidemment sont aussi ce qui fait la légende à un moment, c'est aussi ce qui fait la vie de quelqu'un. Mais c'est pas celle... elle me barrait la possibilité d'écrire sa vie. Mais après, c'est pas cette vie-là qui est Barthes. C'est une sorte. J'essaye quelque chose, mais je veux dire, la légende fait aussi partie, bien entendu, de
de ce qu'il sera ou de ce qu'il est. Hein. Je ne veux pas du tout non plus moraliser à l'excès. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer aussi que dès que quelqu'un est mort, voilà, la légende, c'est peut-être pas forcément la pire des choses qui puisse lui arriver. Simplement, ce qui m'intéressait par rapport à Barthes, c'est que c'est quelqu'un qui a été très très sensible à toutes les idéologies qui pénétraient les images, les discours. Donc, je pense qu'il aurait été très intéressé par ces questions de storytelling. Il aurait pu écrire des mythologies dessus, parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait dans les mythologies. Hein. C'est déjà, il pointe toute cette matière, parce que c'est ce croisement de l'imaginaire, c'est-à-dire du récit et de l'idéologie, qui frappe dans le storytelling, et c'est exactement ce qu'il frappe lorsqu'il regarde certaines publicités pour des lessives qui lavent plus blanc, ou des photos des acteurs d'Harcourt, ce genre de choses. C'est du même ordre. Et ce qui me frappait, c'était que ce déconstructeur à la fois sarcastique et tendre de toutes ces mythologies. Et il me semble qu'il faudrait étudier le rapport entre l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de ce mot de storytelling avec la définition qu'il donne de la mythologie. Sa mort à lui était devenue, en quelque sorte, sa mythologie. Donc, une façon d'occuper la place du récit d'une vie dont moi, je voulais montrer aussi le caractère aventureux et prospectif. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire une vie vivante, c'est-à-dire une vie en tant qu'elle se prolonge jusqu'à nous, et pas une vie légendée qui démarre de la mort pour y retourner. Mais au fond, c'est le mouvement même de ce que tu appelles l'écriture, ou ce que j'appelle la fiction. Enfin, ce sont deux mots qui se rejoignent. Oui. C'est la traversée des figures imposées, enfin la traversée des poncifs. Et tu prononçais le mot de forêt, et j'ai pensé comme ça par rebond à un film de Léos Carax. Tu l'as sûrement vu, son dernier, Holy Motors. Et quand j'essaye de comprendre ce que c'est que la fiction, quand j'essaye de mettre des mots sur ce qui m'anime et ce que j'aime chez les autres, je pense souvent à cette première scène, je ne sais pas si vous l'avez vue, Holy Motors, c'est carrément Carax lui-même qui est dans une chambre, il est au lit, il s'est mis au lit, et il se réveille la nuit dans le noir, d'ailleurs il a des lunettes noires, et il se met à toucher avec ses deux mains le mur de sa chambre, à faire le tour de la chambre. Et il se trouve que la tapisserie, on revient au mot de tapisserie que vous prononciez tout à l'heure, la tapisserie est une forêt de couleur vert sombre. Donc il tâtonne contre le mur à travers cette forêt, et à un moment, il trouve une brèche. En glissant sa main, en glissant un doigt, vous savez, moi j'écris à la main, il suffit de 3 doigts pour écrire. En glissant un doigt, 2 doigts, 3 doigts, de manière très érotique, quelque chose se forme au bout de ses doigts, une sorte de clé, de passe-partout, et il ouvre le mur, il ouvre la brèche, la forêt s'ouvre, et le voilà pieds nus, entrant dans ce qui est pour lui le déferlement de toutes les identités en même temps, ce que j'appelle la fiction, ce que tu appelles l'écriture, j'imagine, une salle de cinéma. Cette salle de cinéma est le monde, et il se trouve que c'est un seul individu qui l'a ouverte. Donc en fait, la fiction, c'est un déclic, c'est une manière de traverser le mur d'une intimité nocturne qui à la fois nous bloque, puisqu'on est dans une chambre, mais donne sur la population. Et ce geste est politique. C'est là où je voulais en arriver. Quand tu dis que tu as affronté les stéréotypes des récits de la légende de Barthes et de sa mort, traverser cette forêt, c'est un geste politique. Et Carax le montre avec
de manière exemplaire, en fait. Pour moi, c'est ce qui a lieu dans tout acte d'écriture. Voilà, ça donne sur le monde. C'est une seule personne qui, non pas, c'est pas que cette personne est la clé, mais en tâtonnant, elle trouve un accès au monde qui vient l'illuminer, puisqu'à sa place, on a ce qu'on a là ce soir en plein visage. On a toute la lumière du monde. Et Carax disparaît. Et les récits de son film, les récits, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un récit, mais tous les récits vont se mettre à proliférer. Donc pour moi, c'est une métaphore merveilleuse de cette traversée de la forêt, qui est aussi une traversée de l'écriture, et qui est un foisonnement de fiction qui, pour revenir sur la question, explore ce qu'on appelle mythiquement depuis que du langage se pense la vérité. Oui, et puis je voudrais prendre un exemple. C'est-à-dire que précisément, si on renvoie au genre de la biographie, très communément, enfin moi je l'ai entendu dans des émissions de radio ou en écoutant certains biographes qui disent tout le temps « je n'ai rien inventé ». En général, c'est l'argument du biographe, c'est « je n'ai rien inventé, tout est vrai ». Mais ils commencent leur texte en disant il faisait particulièrement beau ce jour du 12 novembre 1915 lorsque Roland Barthes est arrivé dans un immeuble rue de la Bucaille, etc. Et je me dis, voilà, où est-ce qu'est la vérité ? Puisqu'il faisait particulièrement beau, il ne l'a pas vérifié. Et il pense que c'est juste de la fioriture, que le fait important, c'est la naissance de son sujet. Alors qu'en réalité, pour moi, la vérité, elle est dans la liaison dans l'écriture précisément, entre le fait un peu, bête, avec lequel on doit s'affronter, parce que un fait ne dit rien s'il n'est pas pris dans un mouvement qui est celui d'une narration ou d'une écriture, et ce à quoi, dans quoi on va l'insérer. Donc le temps qu'il fait, ou c'est pas pour dire que tous ces détails doivent être vrais. Enfin, la question n'est pas là, ça m'est égal. Mais c'est de croire que tout ce qu'on met à côté du fait, c'est juste de la fioriture, ça n'a pas d'importance si c'est vrai ou si c'est faux, puisque le fait est vrai. Mais ça, c'est précisément ce contre quoi on s'élève quand on écrit. C'est-à-dire c'est précisément l'impossible, puisque c'est l'écriture dans tout son mouvement, dans tout ce qu'elle charrie avec elle, tout ce qu'elle transporte, qui produit non seulement une forme de pensée, et aussi un certain accès à la vérité. Enfin, au moins une sincérité dans cet effort. Mais qu'on lit des biographies archi-romancées de notre point de vue, qui en fait sont données par leurs auteurs comme vraies. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que tout ce qui enrobe est considéré comme sans importance, donc ni vrai ni faux, et ça n'a pas d'importance. Et ça me frappe beaucoup, ça. Mais peut-être que cette idée de vérité est dans l'intervalle ou dans la césure, au fond. Moi, j'étais frappé dans Bête de cirque, donc un de tes récits où tu mets en jeu, je dirais, le désir de communauté, voilà. Où tu mets en jeu la question, tu remets en jeu la question politique en te demandant qu'est-ce que ça veut dire au fond aujourd'hui. Et quand j'ai écrit Les Renards Pâles, c'était aussi une question que j'ai volontairement mise à plat. Et au fond, la réponse fictionnelle, enfin la réponse pensive, comme vous disiez tout à l'heure, je n'ai pu la trouver que dans l'interruption d'un discours. J'ai commencé un roman sur, disons, pour le dire sommairement, sur la dépolitisation et ce que c'est que de vivre à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe avec un dégoût des représentations politiques et avec le fait d'avoir décidé de ne plus voter. J'ai essayé de donner consistance à ce personnage-là qui nécessairement, puisqu'il était abandonné par la politique
ne pouvaient plus vivre que selon un régime très précaire. J'ai tramé cette métaphore de la précarité jusqu'à envoyer cet homme vers le rien, dans la rue. Et je me suis aperçu que ça ne disait toujours rien. Et que précisément, s'il y avait une vérité, entre guillemets, de cette question, qu'est-ce que c'est que la politique ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une conscience politique ? Ça ne pouvait avoir lieu que si j'interrompais ce petit cinéma privé que je me projetais moi-même en me donnant une espèce de justification héroïco-littéraire, et que si je déplaçais dans ce livre la question, c'est-à-dire que je passais du jeu au nous, en l'occurrence, en écrivant un autre roman qui serait le roman de quelqu'un qui n'aurait pas mauvaise conscience, et ce quelqu'un qui n'a pas mauvaise conscience, et je le définis comme ça en improvisant ce soir, c'est la communauté elle-même. Je pense que la communauté, si elle existe, c'est un lieu sans mauvaise conscience. Et c'est donc le lieu où du politique peut surgir en dehors de son extinction par les individus qui la vivent comme une désaffection à une faute. Et pour moi, du coup, la vérité, ou du moins la résurrection, comme je disais en écrivant Karski, ça a lieu dans cet intervalle, en fait, entre deux régimes de discours. Voilà, mais je m'égare un peu, je sais pas où on est là. Non, mais c'est intéressant cette idée que un sujet qui n'aurait pas mauvaise conscience, c'est la communauté. Alors, ça, c'est très, dans un sens très barthésien, parce que moi, une vérité que j'ai essayé de tracer dans ce livre, c'est quelque chose qui, pour moi, est politique, parce que ça a à voir avec, en effet, cette articulation très étroite, non pas de la pensée avec la rationalité ou l'argumentation, mais de la pensée avec l'écriture, et donc qui passe par une expérience sensible du monde, quand même, ça fait une grosse différence. Et donc, pour moi, ça, c'est mon combat politique. Hein, c'est l'idée que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes pensées qui se sont produites au moyen de la rationalité, mais qu'on peut aussi affirmer une autre manière de la rendre présente. Et il me semble que c'est ce que Barthes a cherché toute sa vie, mais j'essaye de le mettre en évidence parce que c'est aussi ma quête. Mais j'ai aussi essayé de montrer, parce que ça, je l'ai fait contre une certaine époque, hein, ou une certaine perception de Barthes à une certaine époque, c'est-à-dire de montrer la puissance politique de Barthes, c'est-à-dire qu'en quoi Barthes était politique. Il y a eu mon projet politique à moi, qui est la manière dont finalement j'ai orienté mon récit, aussi où je l'ai inscrit en filigrane mon propre récit, mais il y a aussi ce travail sur Barthes politique. Et précisément à une période, au milieu des années 70, où chaque sujet politique commençait à avoir mauvaise conscience, après les grands moments d'exaltation émancipatrice et l'espoir révolutionnaire qui avait habité tous ces sujets, eh bien, c'est Barthes précisément, dont on dit toujours dans les années 70, il était replié sur sa subjectivité, sur l'écriture de l'intime, sur le travail littéraire, mais pas du tout. Je veux dire, c'est l'époque où il s'intéresse à plein de titres à la question de la communauté, donc c'est quand même intéressant. Non seulement dans des expérimentations pédagogiques de plus en plus intenses et fascinantes, hein, qui vraiment prolongent 68 aussi en aval, hein, de ce point de vue-là, enfin, vraiment des communautés utopiques, hein, où circule à la fois l'invention intellectuelle, le désir, l'amitié, enfin, quelque chose de très fort. Tout ce qui est circulation du désir et qui produit l'horizontalité des rapports, qui est une manière de travailler la question de la communauté. Et puis, ce cours qu'il fait, qui est un des premiers cours qu'il fait lorsqu'il est élu au Collège de France, et qui s'intitule « Comment vivre ensemble », enfin, d'un titre qui aujourd'hui résonne pour nous comme quelque chose d'incroyablement contemporain ou fort aujourd'hui, mais qui est prononcé en 1977,
Et sans doute, précisément, ça m'intéresserait beaucoup d'essayer de le penser avec ce que tu dis, c'est-à-dire l'idée que la communauté, c'est un sujet qui n'a pas mauvaise conscience. Parce que... oui, je pense que c'est pour ça qu'ils s'emparent de ce sujet-là. En tous les cas, c'est une communauté cette communauté qui n'aurait pas mauvaise conscience, qui n'a pas mauvaise conscience, c'est pas une communauté inscrite dans un pays ou qui dépendrait d'une religion ou qui aurait un maître. C'est une communauté, j'allais dire, pour pasticher Agamben, une communauté qui vient, enfin une communauté à venir, fantasmée. C'est vrai que Barthes l'a joué dans ce qu'il appelle le phalanstère, enfin le séminaire. C'est ce qui se joue pour moi dans, j'allais dire, le groupe de rock, enfin, en gros, enfin, dans l'utopie d'une amitié qui s'autogénère avec du langage ou avec des franchissements de parole. Oui, ça va donc du groupe de rock à des groupuscules politiques. Mais il s'agit d'une communauté sans adhésion, qui à la limite se mettrait en doute elle-même, qui n'adhérerait même pas à l'idée qu'elle est une communauté. Ce n'est pas la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté, comme disait Bataille, mais c'est quelque chose qui... C'est quelque chose dont la fragilité même deviendrait non pas le principe, c'est déjà presque trop, mais dont la fragilité même serait une souveraineté du non-pouvoir. Je sais pas, je pense comme ça au personnage des romans de Robert Walser ou aux narrateurs multiples des dernières nouvelles d'Herman Melville, ou quelque chose qui n'est pas du tout indistinct, qui est très singulier. Ce sont des corps désirants, parlants, ce profil, et ça a lieu partout, tout le temps. Ce sont deux exemples que je prends, mais pour moi, ce sont des créatures qui vivent leurs désirs, leurs paroles et leurs pensées sans autorité, et qui, parvenant à créer un lien, malgré tout, entre elles, fondent à chaque instant ce qui est sans origine, c'est-à-dire la communauté. Pardon d'être très abstrait, mais je ne sais pas, c'est comme si cette chose-là s'échappe au moment où elle s'énonce. Pour moi, la politique, ce serait ça. Enfin, ça relèverait de cet acte-là. Ouais. Oui. Justement, je voulais citer une phrase de Barthes dont je sais qu'elle t'a beaucoup frappé, qui est une phrase qu'il énonce dans ce cours, justement, qui s'intitule « Comment vivre ensemble ?» et où il écrit « La communauté s'arme de courage pour affronter la nuit. Pensez à une campagne très retirée, sans lumière, où la tombée de la nuit est vraiment la menace de l'obscur. Vivre ensemble, seulement peut-être pour affronter ensemble la tristesse du soir. Être des étrangers, c'est inévitable, nécessaire, sauf quand le soir tombe. » Ça, pour moi, c'est sa plus belle phrase. Ouais. Être des étrangers, sauf ensemble, nécessairement, sauf quand le soir tombe. Je sais qu'on s'est souvent transmis des titres, volontairement et involontairement. À une époque, tu voulais écrire un livre qui s'appelait « Les gestes », et tu m'as légué ce titre. C'est le titre d'une des parties d'un roman qui s'appelle « Cercle ». Et là, effectivement, je sens qu'on tourne tous les deux autour de la possibilité de faire de ce « sauf quand le soir tombe » quelque chose. Alors, ce sera à toi de... Ça va être toi, je pense. Sauf quand le soir tombe. Et voilà le tremblé, cette fragilité dont je parlais, c'est-à-dire faire de la fragilité un geste politique. Voilà le programme. Je crois qu'à la fin de sa vie, Barthes avait écrit un texte sur Antonioni qui est magnifique. Je ne sais pas où il est. Je l'avais lu dans les cahiers du cinéma, je crois. Où il parle de ça, en fait, de la puissance de la fragilité. Une puissance qui n'est évidemment pas la puissance dont on doit rougir. Enfin, ce n'est pas une puissance qui va s'armer, mais c'est la puissance des gens, la puissance de ce qui désarme. Voilà. Ça, cette phrase est incroyable. Et
quand quelqu'un dit oui, Barthes, au fond, c'était pas vraiment un écrivain, il a jamais réussi son roman, ben voilà, il y a ces 3 phrases-là, ça suffit à dire le contraire pour moi. Oui, mais ça, c'est dans un certain récit, de la même manière qu'une appréhension d'un Barthes non politique vient d'une certaine manière d'envisager le politique à une époque donnée. C'est quand même ça qu'il faut comprendre, parce que c'est que quand, à un moment où la politique était liée à toute une gestuelle spectaculaire ou une inscription très, très, très manifeste et revendiquée dans des partis, c'est vrai que Barthes prenait des positions obliques ou marginales qui n'en faisaient pas une figure particulièrement engagée, eu égard au type d'engagement. Mais ce que j'ai découvert, non seulement en le lisant très précisément, mais aussi en voyant l'importance de ses engagements. C'est quelqu'un, par exemple, c'est fascinant, comme par exemple, c'était un homme de revue. Il passait son temps à fonder des revues ou à participer à des comités de lecture de revues. Ça, c'est le lieu d'un travail d'engagement, en général, qui articule très étroitement politique, littéraire, intellectuelle. Voilà, qui est beaucoup moins visible, mais qui témoigne de quelque chose de très fort. Donc il y a plein d'autres, toute la correspondance avec Blanchot qui témoigne de deux types d'engagements très très différents, mais qui montrent à quel point Barthes était politique. Alors de la même manière que pour moi ça relève juste d'un certain type de considération du politique, ce jugement, parce que j'ai découvert le contraire, et bien de la même manière, il y a cette espèce d'idée mais encore très présente aujourd'hui, que tout essayiste, je dirais pas tout intellectuel ou tout penseur, parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, de philosophes, de penseurs qui se placent dans un autre rapport à l'écriture, mais que tout essayiste, disons, c'est-à-dire comme quelqu'un qui cherche une forme pour la pensée, serait une sorte de romancier raté. Et je pense que Barthes, une partie de l'image de Barthes a souffert de ce présupposé, comme d'autres d'ailleurs, alors que lui s'est éprouvé très très tôt comme écrivain, très très tôt comme écrivain. Évidemment, bon, comme presque tout le monde à l'adolescence, mais il suffit pas d'avoir envie d'écrire à l'adolescence. Ce qu'il faut, c'est que ça continue à vous porter. Or, ça a toujours continué à le porter. Lorsqu'il fait cette distinction qui est devenue fameuse dans un texte qui sert de préface aux essais critiques entre écrivain et écrivant. Donc l'écrivain, c'est celui qui écrit tout court, et écrivant, c'est celui qui écrit sur quelque chose. On a bien trop vite fait de dire que lui se plaçait dans la catégorie des écrivants, c'est-à-dire écrivant sur, alors que dans le texte, très explicitement, à plusieurs reprises, il place son je ou son nous dans la catégorie des écrivains. Donc sans aucun doute pour lui. Voilà. Alors que ce qu'il finit par rappeler roman, dans son souci de toujours faire bouger ou trembler les genres et les catégories, c'est effectivement le nom de l'œuvre, un certain nom de l'œuvre, mais qui peut prendre d'autres noms à d'autres moments. Mais cette idée qu'il aurait été tenaillé toute sa vie par le désir d'écrire un roman, parce que c'était ça qui l'aurait fait reconnaître comme écrivain, je crois que c'est tout à fait faux. Ça, c'est du storytelling dans une société qui considère que la forme majeure de la reconnaissance pour l'écrivain, c'est le roman. Et qu'il ait joué à un moment avec ça, ou que d'autres écrivains aujourd'hui jouent avec ça, c'est certain. Mais oui, ça, j'en suis convaincue. Non, mais moi, je pense aussi que ce qui a lieu sous le nom de Barthes ne relève pas du tout du romancier raté qui essayerait d'inséminer un peu de création littéraire dans son travail intellectuel. Je pense souvent à... Enfin, là, je pensais à Walter Benjamin ou à Sebald, qui sont des écrivains qui sans cesse ont fait converger les deux sources qu'on oppose malgré tout, tout le temps, disons intellect et sensible, ou théorie et fiction, et pour en faire une œuvre. Enfin, ce qui se passe dans les romans de Sebald, il y a d'autres romanciers, mais ça me plaît beaucoup qu'à la fin du XXe siècle surgisse un écrivain comme lui, qui récapitule tout l'exil européen, un Allemand qui est allé vivre en Angleterre, qui rassemble
dans des livres qui sont comme des espèces de ruisseaux errants à la recherche de leur source et qui se jettent finalement dans le néant. Des écrivains comme ça qui fondent justement leur geste et qui refondent la littérature à partir de la désorientation. Je pense que ce dont Barthes se méfiait avec raison, c'est la véhémence et l'arrogance qu'il y a à décréter que la littérature, ça se dit de manière univoque, ça se dit à voix forte, dans la logique sacralisante d'un certain héroïsme. Et ça, c'est très palpable dans la littérature française, enfin, qui joue aussi avec ça depuis, je dirais, sur le modèle de la légende dorée. Enfin, il y a l'idée qu'un écrivain, ça a à voir avec la sainteté, au fond. Et déjouer cette grande trame, ce grand chemin qui d'ailleurs me plaît, enfin, et que j'aime à travers Flaubert, jusqu'à Quignard aujourd'hui, qui reproduit ça, enfin, la légende dorée, au fond. Je pense que chez Barthes, il y a une méfiance fondamentale vis-à-vis de cet héroïsme. Pour moi, la question n'est pas tranchée du tout. À savoir que la littérature telle que je me la joue, telle que quelque chose se joue dans ma vie sous ce nom, ça a à voir d'une part avec cette grande venue, ce sacré, disons, cette transmission des noms propres à travers le temps, cette procession, et quelque chose d'ironique, quelque chose qui relève d'une volonté de ne, comment dire, de sortir de cette grande histoire, enfin, et de rire dans le bois. Tu parlais de forêt, de rire dans le bois en me cachant à côté, voilà, en regardant la rivière couler. Oui, mais c'est vrai que les deux postulations tiennent ensemble quand même, hein, je pense, chez toi. Alors que moi, j'ai pas du tout. Donc, pour moi, ça a quand même à voir avec la coupure et avec la honte. Et donc, il n'y a même pas trop la possibilité de l'ironie ou du sarcasme à côté de cette espèce de grand mouvement de transmission, dont je ne sais pas si il peut concerner les femmes, d'ailleurs. Bon. En tout cas, moi, Tu crois vraiment ça ? Oui. Pas quand on lit la correspondance Ceylan. Je peux me tromper. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi, mais je ne le dis pas comme un fait général. Ingeborg Bachmann, la correspondance avec Paul Celan, ça dit tout le contraire, en fait. Je trouve pas, moi. Non, mais ça, c'est une grande question. Hein. Je ne sais pas si on va en débattre en public, ça me gêne. D'un coup. Enfin, je suis gêné depuis tout à l'heure, depuis le début, mais là, ça devient de pire en pire. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est peut-être ça. Oui, on peut continuer à monologuer, mais bon, après tout... Oui, la question s'adresse à Monsieur Yannick Quesnel et concerne le pacte de lecture de Jan Karski. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce pacte de lecture que vous établissez, que vous prenez soin d'établir pour Jan Karski? Ah oui. Comment dire ça de manière simple? Oui, j'ai mis c'est un livre qui est précédé d'un avertissement, je ne sais pas comment on dit, d'une note. Vous appelez ça un pacte de lecture, c'est plus savant, vous avez raison, qui consiste à dire au lecteur qu'il y a 3 registres de langue qui sont juxtaposés dans ce livre, et que parmi ces 3 registres, il y en a 2 qui normalement, ne devrait pas faire l'objet d'un rapprochement, mais que je me permets de faire. Il y a donc, disons, 2 chapitres qui relèvent du documentaire, comme on dit dans le cinéma, et un chapitre qui relève de la fiction. Donc le lecteur est prévenu que je passe d'une dimension à une autre. Et tout le sujet du livre est dans ce passage. Tout le sujet du livre est dans cet interdit. Tout le sujet du livre est dans ce franchissement de l'interdit.
Donc c'est moins un pacte par lequel j'établirai une connivence avec le lecteur qu'une manière de lui dire je n'ai pas de connivence à assurer avec vous, puisque ni avec personne, ni même avec mon propre récit, puisque c'est volontairement hétérogène et il y a plusieurs livres, en un sens, que je vous propose en un seul. D'habitude, on sépare, c'est soit du documentaire, soit de la fiction. Et là, c'est pas que ce soit mélangé, parce que je ne voulais justement pas faire ça. Je voulais pas, comme les biographes que tu stigmatisais avec raison, dire « il faisait beau le jour où Jan Karski a rencontré Roosevelt ». Bon, je trouvais ça stupide de ce mélange comme ça de... Où il pleuvait peut-être, ce mélange comme ça de choses avérées et puis de petites fantaisies que j'injecterais. Donc j'ai séparé. Là où il y a un pacte de lecture, c'est du lecteur avec lui-même. C'est que quand on lit un livre, on a du mal à se dégager du régime de compréhension qui a été le nôtre quand on a commencé le livre. Là où le livre est très étrange, et je sais que c'est un prototype, c'est une chose très bizarre, discutable à l'infini, c'est que je sais que la plupart des lecteurs ont commencé à lire Jan Karski en sachant que c'était un documentaire, puisque ça passait par un chapitre documentaire, un autre chapitre documentaire. Et au moment d'aborder la fiction, ils ont continué à le lire comme un documentaire, mais comme un documentaire qui d'un coup devenait pervers. Et bon voilà, ce geste n'est sans doute pas possible de changer de mode de lecture en cours de lecture. Ben si, mais c'est ça que je voulais. C'est ce qu'on fait quand on lit W ou Le Souvenir d'enfance de oui, Pérec ou plein d'autres textes. C'est ce qu'on fait pour des tas de bons livres. Et moi, je voulais que ce soit un bon livre. Là. Et alors, sauf qu'évidemment, il n'y a pas que ça qui est en jeu, comme vous le savez. Tu parlais d'éthique au tout début. Je sais que j'ai abordé un sujet où là, la délicatesse est pour le moins de mise. Alors ça a été ma manière de faire usage de cette délicatesse, c'est-à-dire d'affronter quelque chose de totalement explosif, mais de le faire avec ce que j'ai considéré être une manière de mettre en narration la nuance et de la mettre en problème. Pour moi, c'est un roman cérébral, enfin, c'est un méta-roman. C'est un roman qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut raconter la vie de quelqu'un qui raconte lui-même. Puisque Karski a parlé, il a écrit, et il a pensé et imaginé. Voilà, donc ce pacte de lecture, en fait, il n'y en a pas vraiment dans le fond. Il y a juste un avertissement sur le fait qu'on passe du documentaire à la fiction. Oui, bonsoir. J'aurais aimé vous poser deux questions. D'abord, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que si j'ai bien compris, votre démarche, c'est d'essayer d'éviter les conditionnements de la littérature. Les conditionnements, c'est ça ? Bah, c'est ce qu'on fait tous dans la vie, je suppose, enfin à peu près, ouais. Et alors, je trouve ça très, très joycien. Et si je ne me trompe, vous êtes tous les deux beaucoup intéressés à Joyce. Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous. Ça m'intéresserait de savoir justement en quoi ça vous a tous les deux inspiré. Et alors, deuxième remarque, je trouve que vous êtes un peu pervers en fait dans vos démarches parce que donc sûrement. Parce qu'en fait, je le sens moi aussi. Parce qu'en fait, donc vous écrivez avec Jan Karski une fiction biographique ou une biographie narrative. Enfin, il y a plein de termes pour dire ça. Donc c'est le genre casse-gueule qui donne toujours lieu à des malentendus. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens veulent lire des choses vraies et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Quand vous écrivez Voyage en Italie, là aussi, on est dans une tradition établie. C'est-à-dire, depuis Montaigne, il y a des voyages en Italie, c'est une tradition bien connue. Donc en fait, vous êtes dans le maximum du conditionnement, enfin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans le genre parfaitement établi. Donc j'imagine qu'il y a la volonté, justement, de le déconstruire ou de faire le contraire de ce qui est attendu. Et je vous ai vu dans l'émission d'Éric Nolot, où donc quelqu'un soulevait le fait qu'en plus, dans ce livre, vous parlez de Berlusconi, ce qui évidemment est le moyen de parasiter le bouquin, parce que parler de Berlusconi, c'est amener justement sur le plan de la politique spectacle, de nous sortir un peu malencontreusement du littéraire qu'on a envie de trouver. Donc j'ai un peu l'impression que vous cherchez la difficulté, en fait. Voilà. Alors on va parler de Joyce après, je réponds.
Alors, je ne cherche pas la difficulté, elle est là, en fait. Je cherche à ne pas éviter la difficulté. En ce qui concerne la présence de Berlusconi dans Je cherche l'Italie, c'est pas Voyage en Italie, c'est Rossellini. En ce qui concerne la présence de cet homme, elle était tout à fait inévitable dans la mesure où ce que je raconte, c'est un séjour dans un pays qui a été, à un moment de son histoire, et j'y étais à ce moment-là, c'était la fin, qui a été happé par un monstre. Que ce monstre ait été construit par le pays lui-même, c'est une question évidente, enfin, mais dans ce récit initiatique, il y a toutes sortes d'arrivées, comme dans cette forêt dont on parlait, il y a toutes sortes d'arrivées de monstres. Et Berlusconi, c'est un monstre facile. Et contrairement à ce qui s'était dit dans cette émission de télévision, qui n'est qu'une émission de télévision où j'ai fait une apparition télévisuelle, donc je sais pas, c'est pas non plus le meilleur moment de ma vie. Contrairement à ce qui a été dit, comment dire ça, pour moi, il ne s'agissait pas d'écrire un livre contre Berlusconi. Je me dis, franchement, d'une part, ce genre de choses est d'un ridicule affirmé. Puis Berlusconi est à peu près fini. Et surtout, je pense que c'est pas un petit livre édité en français qui va faire basculer et transformer la corruption dans le monde. Donc ce combat n'en était pas un. Mais en revanche, il s'agit bel et bien de littérature, puisque vous dites, quand vous dites c'est malencontreux l'arrivée du politique dans ce livre, c'est la littérature elle-même en fait. Depuis tout à l'heure, il me semble qu'on parle aussi de ça, à savoir que Berlusconi, c'est un nom propre, en fait. C'est l'un des noms propres d'une infamie qui n'est pas qu'italienne, mais qui fonctionne. Et le propre du fonctionnement, c'est de fonctionner. Voilà. Donc pour moi, il s'agissait aussi de remettre sur le tapis sans cesse le fait que l'Italie idéale est idéalisée par les Français, de Montaigne à Solers. Cette Italie est un mensonge, c'est un leurre. Il y a à chaque fois, alors de manière comme ça grotesque incarnée par cet homme, ou de manière plus terrible incarnée par la question policière à l'œuvre et l'impuissance de l'Italie concernant l'autre question politique du livre qui est Lampedusa. Pour moi, c'était une manière alors là, pour le coup, pas tellement perverse, mais très innocente, de dire non, cette Italie reliée en cuir n'existe pas, n'a sans doute jamais existé. Cette Italie est inventée par la France. Donc voilà, je pense que le fait d'aborder, pour le dire très simplement, le fait d'aborder des questions politiques et même de polémiques dans un livre, que ce soit Karski, les renards pâles sur la question des sans-papiers, ou je sais pas quoi, la décomposition de la politique avec Berlusconi comme fanfaron de cette chose, le fait d'aborder la politique dans la fiction ou dans les phrases tout simplement, pour moi c'est une évidence, enfin ça va de soi et c'est quelque chose que je vais aggraver mon cas, disons, bientôt. et je sais pas comment dire ça, le littéraire est partout, au fond. Il n'y a pas de partition préétablie. Voilà. Je sais pas. C'est comme ça que je pourrais vous le dire. Maintenant, parlons de Joyce, si vous voulez. On est assez loin. Enfin, on peut dire qu'on a aussi été happé par un monstre, mais dans un autre. Alors là, c'est un monstre merveilleux. Oui, ouais, c'est ça. Tiffen a traduit. Toi, tu as traduit une partie d'Ulysse, donc. Non, mais c'est une des expériences les plus incroyables de mon existence. C'est-à-dire tout d'un coup rentrer dans cette langue-là, essayer d'en faire quelque chose dans une autre langue, c'est quand même faire une expérience un peu absolue du littéraire. C'est quand même assez fou. Après, ce qui est aussi très, très fort, c'est que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que
l'œuvre de Joyce, c'est quelque chose que moi je suis pas arrivée à saisir ni par les sens, ni par l'intellect, ni par rien. Donc elle m'arrive toujours comme un choc. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres œuvres que peut-être j'aime presque plus parce qu'elles me sont plus proches, plus chaleureuses, plus émouvantes, plus directes. Et celle-là, malgré le temps que j'ai passé avec elle, jamais je ne la reçois confortablement. Donc voilà, par aucun. Donc ouais, je sais pas, je pourrais en parler des heures, mais. Bah oui, j'imagine. Ouais. Moi, pour moi, là, pour en parler très simplement, je dirais que Stephen Dédalus et Joseph K, en gros, sont les deux personnages, enfin les deux rencontres, je pourrais dire, c'est plus que des personnages qui ont presque tout déterminé et qui continuent de tout déterminer pour moi. Donc c'est Kafka et Joyce. Et je pense effectivement que ce qu'il y a dans Joyce, surtout en français, enfin quand on essaye de le lire en français, est encore, j'allais dire, à venir, se déplie. Et je ne parle pas seulement de Finnegan's Wake, qui n'est que pli et dépli et qui va susciter une lecture qui peut devenir infinie. Enfin, moi, j'ai toujours évité de me consacrer trop à Joyce parce que je sens que ça peut devenir une spécialité un peu folle, au fond. C'est-à-dire dévorante et exclusive. Mais pour le dire bêtement, je pense que c'est le plus grand. Voilà. Pour le dire à l'ancienne, c'est le plus grand. Et c'est aussi pour ça que je ne dis pas que je m'en méfie, mais je n'y ai pas recours comme j'ai recours à Bataille ou à Barthes, comme à des amis questionnables quotidiennement. Joyce, comme disait Deleuze, c'est trop grand pour moi. C'est celui que j'admire le plus, et cette admiration est un peu, enfin elle est beaucoup même écrasante. Mais voilà, il me semble que dans Ulysse, Finnegan's Wake, je ne saurais pas dire, parce que je me sens totalement désarmé. Je l'ai lu, mais je ne pourrais pas dire que je l'ai lu. Je l'ai relu, mais il m'a semblé que ça avait lieu sans laisser de traces productives en moi. C'est-à-dire que ça me dépossédait complètement. Mais Ulysse, c'est le genre de continent dont je sais qu'il est présent et qui me rassure sur l'idée d'être quelqu'un qui cherche, et pas seulement l'Italie, qui cherche quelque chose. Je sais qu'il y a eu Ulysse, et que ça, c'est visitable, si je puis dire. Je peux être sûr que ça existe, que la littérature existe, parce qu'il y a Ulysse. Mais bon, moi, je ne sais pas comment tu as fait pour traduire. Tu as traduit plusieurs chapitres d'Ulysse. Tu ne veux pas en parler? Oui, on m'entend là, oui. C'est sur Barthes précisément. J'étais étudiant à Vincennes dans les années 70 et en sociologie. Et à ce moment-là, Barthes présente un certain intérêt sur le plan sémiologique. J'ai eu l'occasion de vous écouter également à la grande bibliothèque, au petit auditorium. Je vous écoute à nouveau ici et je n'ai pas lu votre livre, que je lirai avec grand intérêt, beaucoup d'appétit. Mais est-ce que vous traitez un peu de cette question du signifiant, du signifié chez Barthes, et de l'importance que ça a dans son œuvre même? Je pense particulièrement au livre sur le Japon, sur les mythologies, sur système de la mode. J'aimerais connaître justement vos observations sur ce point. Merci. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est une question qui traverse absolument toute l'œuvre de Barthes, qui est centrale et qui traverse aussi, je dirais, toute son existence, parce que
en accordant une place très importante dans le début de mon livre aux 6 années que Barthes a passé en sanatorium à se battre contre une maladie qui tuait encore beaucoup et qui est la tuberculose, je me suis rendu compte, et qui est une période où il se passe finalement pas grand-chose, mais grâce au fait que j'ai eu accès à des correspondances écrites pendant cette période, j'ai quand même aussi des éléments de la constitution d'une écriture, parce que ces correspondances forment vraiment comme ça un laboratoire d'écriture et de pensée. Et je me suis rendu compte que c'était là que prenait sa source la sémiologie, parce que la maladie, plus que toute autre chose, transforme le corps en signe, mais surtout le monde entier en signe. C'est-à-dire que tout n'est que signes, symptômes, et surtout la tuberculose était une maladie que l'on mesurait, que l'on mesurait à des signes extrêmement récurrents, c'est-à-dire qu'on prenait la température à peu près 7 ou 8 fois par jour, on prenait des courbes, les poids, etc. Et cette attention comme ça aux signes du corps, ou ce qu'on appelle parfois le symptôme, devient finalement une manière aussi de lire les textes chez Barthes. C'est-à-dire qu'on voit que ses premiers textes, le texte sur Michelet, etc., c'est une attention à une forme de matérialité du corps texte qu'il traite exactement comme on traite son corps malade. Il y a vraiment, j'ai observé ça de manière très précise. Alors après, il donne évidemment une extension bien plus grande à cela, parce que aussi, il distingue, et si vous vous rappeliez la distinction entre signifiant et insignifié, mais il prend bien soin, dès ce moment-là, de distinguer le signe de son interprétation, et de faire valoir le signe pour lui-même en le dissociant de l'interprétation. Et quelque chose qu'il faut comprendre, et donc c'est aussi là que va naître son talent de critique, et qui va s'exercer son talent de critique, c'est de ne pas immédiatement associer un signifiant à un signifié, ou pour le dire autrement, un signe à une interprétation. Et ce qu'il faut comprendre pour bien comprendre Barthes, je crois que c'est quelqu'un qui souffre terriblement du sens, c'est-à-dire le fait que l'on assigne un sens aux choses, comme à tel signe ou à tel symptôme correspondrait telle maladie ou telle interprétation. Il y a vraiment un sentiment que le langage est malade. Il le dit à plusieurs reprises, jusqu'à cette fameuse apostrophe de la leçon, mais qu'il faut comprendre dans ce sens, sur le fait que la langue est fasciste. Elle est fasciste non pas parce qu'elle oblige à dire certaines choses. Et donc tout son travail va être d'arracher les signes à cette immédiateté du sens, ou à cette évidence du sens. Et c'est ce qui le fascine au Japon. Et la beauté de son texte sur le Japon vient que, d'une certaine manière, il n'explique pas le Japon. D'une certaine manière, ça lui est totalement égal de savoir si sa vision du Japon est juste d'un point de vue culturel ou ethnographique ou philosophique, mais bien que ce qui lui plaît au Japon, c'est qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas les signes. Donc ces signes lui apparaissent dans leur nudité, dans une certaine forme de vérité qui est évidemment à côté ou autre, ou plus forte, selon lui, que le sens immédiatement, qui fait que dès qu'on emploie un mot, immédiatement, on la traduit en référent ou en chose. Donc ça dépasse même la question signifiant-signifié. Ça inclut la question du référent. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé frappant en suivant cette ligne qui est sûrement la plus continue, qui traverse en fait toute l'œuvre de Barthes, l'œuvre sémiologique, mais pas seulement, tout son rapport à la littérature, au corps, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas simplement que le sens le gênait ou l'exaspérait, c'est qu'il en souffrait vraiment. C'est quelqu'un qui souffre de l'empire du langage sur nos vies, sur la façon dont on ne peut pas échapper à la signification. Et que le travail sur les signes, c'est pour jouer autrement avec les signes. Bon, je le dis évidemment un peu rapidement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est sûr que ça traverse tout. Et l'obsession aussi pour les langues étrangères, cette fascination pour les langues étrangères, en tant qu'elle nous délivre de cette immédiateté du communicationnel, en quelque sorte.
donc le japonais, mais juste encore un exemple. Bon, vous savez peut-être, certains d'entre vous qui êtes dans cette salle, la fascination qu'il a eu un moment pour Brecht. Donc fascination politique, mais fascination aussi esthétique, théâtrale, poétique, etc. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'on l'oublie, c'est qu'il a vu Brecht en allemand. C'est-à-dire qu'il a vu Brecht à Paris dans des représentations qui étaient données par le Berliner Ensemble à une époque où on ne surtitrait pas les spectacles. Et donc une part de sa fascination pour Brecht, elle doit aussi être pensée dans ce rapport à la langue étrangère. Il avait fait un peu d'allemand au sanatorium, mais pas suffisamment pour que tout le texte lui arrive dans une immédiate clarté. Bonsoir, moi je voudrais commencer par dire que j'apprécie d'entendre un homme et une femme converser civilement. Et j'ai une question pour Tiffaine Samoyo. J'ai été un peu frustrée que vous vous arrêtiez tout à l'heure dans votre conversation sur votre définition de la littérature vécue comme rupture. Je me demandais si ça avait un lien avec ce que vous veniez de dire à propos de Roland Barthes. La langue est-elle fasciste, surtout pour les femmes ? Alors, j'ai défini comme coupure. C'est ça que vous aviez entendu, ou vous avez entendu couture? Je ne savais plus si c'était rature, coupure, suture. Ou... Effectivement, dans la main négative, je parle aussi de la couture. Donc effectivement, je pensais que je savais pas si vous aviez entendu couture ou coupure, mais finalement, je pense qu'on peut penser aussi les deux ensemble. Je pense que votre question mérite qu'on la prenne au sérieux. Pour moi, c'est une question sérieuse. Même si, lorsque Barthes dit la langue est fasciste, il ne dit pas qu'elle impose le fascisme, parce que, en fait, on a compris cette phrase comme l'idée qu'elle l'empêchait d'une certaine manière, qu'elle avait trop d'autorité, qu'elle l'empêchait de parler, qu'elle empêchait la parole. Alors qu'en fait, ce que dit Barthes, si on lit plus précisément la suite, c'est qu'elle contraint à la parole. C'est que la langue, c'est en tant qu'elle oblige à parler qu'elle est fasciste, pas en tant qu'elle empêche de parler. Alors qu'on entend dans fasciste l'oppression empêchante, enfin en disant une forme d'interdit, alors que lui, il dit l'inverse, il dit c'est parce qu'elle nous oblige à dire. Et alors on peut très bien le démontrer sur un exemple très simple de pure grammaire. Si je dis demain je, eh ben, je fais quelque chose contre la langue. La langue m'oblige à dire demain je pars ou demain je vais faire ceci. Donc c'est presque une évidence de la langue qu'elle oblige à dire, grammaticalement. Alors que quand vous reprenez cette phrase à propos des femmes, d'une certaine manière, je pense que ça ne peut s'entendre différentiellement homme-femme que si on comprend que la langue empêche de dire. Et c'est pas ce que dit Barthes. Voilà, donc je voulais quand même faire cette distinction par rapport au texte de la leçon, parce qu'on a tout dit sur cette phrase, que c'était du n'importe quoi, etc. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'elle est importante et qu'elle dit quelque chose non seulement de vrai, mais qui marque bien cette angoissante relation de Barthes au langage. Alors, je ne vais pas répondre à votre question parce que je ne pourrais pas, là, comme ça, en 5 minutes. Mais je vais vous raconter quelque chose. C'est que lorsque j'ai écrit, par exemple, Bête de cirque ou La main négative, qui sont des récits, donc qui sont des textes que j'ai écrits à partir de ma propre expérience, enfin, disons, qui sont en quelque sorte écrits dans une forme de solitude. C'est des textes qui sont très difficiles à écrire, d'ailleurs qui sont très courts. Et je ressens en les écrivant une dépossession totale. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement c'est douloureux à écrire, mais ça, tout le monde s'en fiche dans un sens, mais c'est que je n'ai plus de langue. En quelque sorte, elle doit être entièrement... c'est comme si j'avais plus de mots, plus de langue.
et qu'elle doit être entièrement arrachée à l'expérience pour pouvoir devenir écriture. Donc c'est très concret. Hein, et c'est pour ça que ce sont des textes très courts que je mets quand même beaucoup de temps à écrire. La main négative, ça fait 70 pages, je crois, et j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Quand j'ai écrit ça, alors ça, c'est très gros. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en compagnie de quelqu'un. J'ai pas écrit dans la solitude et l'arrachement, j'étais en compagnie de quelqu'un. En compagnie de quelqu'un qui, alors je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas quelle est ma relation à lui. En tout cas, c'est quelqu'un que je cherche, au sens où tu cherches l'Italie, c'est-à-dire que je cherche dans la lecture, dans ma propre pratique, même dans l'enseignement par moment, la transmission. Et donc la rencontre avec lui, elle s'était faite avant d'écrire sa vie. Mais donc, du coup, pendant tout le temps où j'ai écrit ce livre, été dans cette compagnie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, ça raconte une histoire très concrète, hein, ce que je vous dis là, c'est-à-dire que quand je me levais le matin pour aller travailler, j'étais contente de retrouver quelqu'un avec qui j'avais été contente de passer la journée, tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'avais la langue à ma disposition, mais comme je l'avais jamais eu de ma vie, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je sais pas, j'avais tous les dictionnaires avec moi, je pouvais jouer. Alors, je sais pas si c'est bien ou non pour l'écriture, si vous voulez. En tout cas, c'est deux expériences qui sont radicalement distinctes. Donc, c'était une expérience très heureuse d'écriture, ça. Mais peut-être aussi parce que c'était Barthes et dans la relation que j'ai avec lui, parce qu'en fait, je ne vais pas continuer à écrire des biographies juste parce que c'était une relation heureuse. J'avais quand même quelque chose à chercher, si vous voulez. Je ne pense pas que c'est la biographie en soi qui donne immédiatement cette relation. Je n'ai rien à dire. Moi, du coup, j'enchaîne, Tiffaine, cette expérience de dépossession que tu as ressentie donc, en écrivant des récits autobiographiques, disons. Est-ce que pour le coup, pour toi, c'est quelque chose de féminin? C'est parce que tu es une femme que tu l'as vécu comme ça? Je reprends simplement, parce que moi aussi j'étais assez frustrée que la discussion s'arrête au moment de... Disons qu'en tout cas, oui, je dirais que oui, au risque de choquer quand même pas mal de monde, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ça passe pas du tout, alors je sais pas comment le dire. Oui, je considère que oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi rapidement, mais donc comme je vais le faire rapidement, ça va être choquant. D'abord parce qu'effectivement, je me sens pas la possibilité d'appartenir comme ça à une sorte enfin, je sais pas comment dire, de lignée, généalogie, constellation, enfin aussi tourmentée soit-elle, hein, parce que je sais bien que tu dis pas ça avec naïveté et tu l'as très bien dit, hein, mais je veux dire, en tout cas, je me rattache à rien de tout ça, c'est-à-dire que bon. C'est impossible, mais j'ai aussi l'impression d'être à une place, de voler une place, d'être à une place qui est interdite. Voilà. Enfin, j'ai pas envie de parler plus de ça. Mais... Parce que après, ça devient très compliqué. Ce que je veux dire, c'est que oui, de voler, d'avoir rien à faire là. D'avoir rien à faire là. Et en même temps, en sachant que il faut bien y aller aussi, etc. Mais si vous voulez, je ressens pas spécialement, comment dire, historiquement ou objectivement, je peux dire oui, il y a une injustice au fait que pendant des siècles, les femmes n'ont pas eu ce rôle-là ou n'ont pas donné toutes leurs mesures dans l'écriture, etc. Je pourrais dire ça, mais je le ressens pas. Ce que je ressens, c'est l'inverse. Ce que je ressens, c'est qu'en y étant, je devrais pas. Qu'en fait, je ferais mieux de ne pas y être. Et pourtant, ça a lieu, puisqu'il y a des livres. Les deux récits dont tu parles, non seulement réussissent, mais parlent de ça en plus. Oui, j'en parle quand même un peu. Mais j'aimerais bien arriver à en parler mieux. Mais j'en parle un peu dans ces livres.
Mais est-ce qu'un homme ne peut pas sentir ça aussi? J'allais dire que Barthes, il ressentait ça aussi. C'est même... pour moi, c'est la chose... Mais ça fait longtemps qu'on parle de ça tout en n'y arrivant pas, parce que bon, là, ce soir, c'est spécial, on n'est pas tout seul. Mais pour moi, cette dépossession dont tu parles, elle n'est pas sexuée, en fait. Et même ce qui m'arrive, c'est pas seulement le fait... J'allais dire quand j'écris un livre, mais c'est même pas ça. C'est dans le rapport avec le langage. Ça a lieu dans un lieu où le genre auquel j'appartiens, c'est masculin, paraît-il, ça n'existe pas en fait. C'est même une dissolution frappante et une jouissance, là, pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a du sexuel qui est en jeu, mais d'une part, c'est pas moi. Et c'est surtout pas du masculin, là, pour le coup. Le discours que je me sens... C'est pas que je me sente obligé, mais c'est que le discours auquel j'ai recours pour essayer de parler de cette chose-là a l'air affirmatif et a sûrement l'air masculin, mais parce que ça sort d'un corps qui est masculin. Mais... moi, je ne sais pas, je pense qu'il y a en gros, hein, je vais dire des bêtises, mais il n'y a que l'œuvre de Proust qui a su parler de ça, enfin, de ce qui se passe, de cette dépossession et de pour le coup, de ce mélange, le mot est insuffisant, mais bon, je l'emploie, ce mélange entre du féminin et du masculin, et des retournements incessants. Il ne s'agit pas de pratiques sexuelles dans la vie, je parle de ce qui est en jeu, au cœur même de se confronter avec ce qui nous dessaisit, à savoir le langage. Et d'ailleurs, c'est Barthes qui fait une analyse magnifique de Proust en montrant comment, en fait, au fur et à mesure que la recherche se déroule, tous les signes s'inversent, hein, et comment l'inversion devient le langage du monde. C'est pas simplement, ça ne concerne pas simplement la sexualité, mais ça concerne l'ensemble des signes du monde. Et c'est un article magnifique, enfin, d'une compréhension exactement de ce que tu es en train de décrire. Et du coup, est-ce que la littérature... enfin, je ne sais pas comment dire ça. Au fond, c'est précisément parce que je fais l'expérience de cette dépossession que je me sens, pour le coup, que je n'ai pas honte, comme tu disais. C'est-à-dire que si, je suis mort de honte, mais pour moi, cette honte est comme une intimidation qui n'a pas d'importance. Quelque chose se met à être précisément grâce à la dépossession. Du coup, je peux dire, comme toi, que ce qui a lieu quand j'essaye d'écrire me déconcerte jusqu'à presque me nier, mais c'est précisément ça qui fait que pour moi la littérature existe, et que peut-être, si j'appartiens à quelque chose, c'est peut-être à ça. Donc pour moi, ce que tu dis, et même jusqu'au fait de presque pas vouloir en parler, c'est le signe même que peut-être c'est de la littérature, enfin c'est de ça dont tu parles. Enfin. Je sais pas, pour moi ce sont aussi des questions très presque impossibles à formuler, mais voilà, c'était pour dire que je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Mais cette capacité que tu as de pouvoir dissocier le sujet de l'écriture et le sujet social, disons, peut-être... enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à le faire aussi nettement, mais c'est sans doute lié aussi à la différence même des textes, des implications dans les textes. Et, en tout cas, bien sûr. Hein, bien sûr. Peut-être qu'on vous laisse quand même. Ouais. Merci à vous.